C'était un matin de mars à la fin de l'été cet été 1983. Le ciel était clair, l'air frais, et il régnait une certaine paix dans cette petite ville de l'intérieur du sud du Brésil. Tout semblait calme. Mais la maison numéro 27 de la rue principale était en émoi. À l'intérieur, quelque chose était sur le point de se produire qui marquerait l'histoire de cette région et changerait à jamais la vie d'un homme nommé Otávio. Otávio était un homme de 36 ans, blond aux yeux sereins, habitué à travailler dans les champs. Il travaillait comme petit agriculteur. Il se levait tôt tous les jours, s'occupait des récoltes, des animaux et du petit magasin qu'il tenait dans l'arrière-cour avec sa femme, Helena, une femme douce avec un sourire doux, et possédait une force rare. Ils étaient mariés depuis 12 ans. Ils avaient essayé d'avoir des enfants pendant près d'une décennie et, pendant de nombreuses années, ils avaient cru qu'ils ne seraient jamais parents. Helena avait subi 2 fausses couches et un diagnostic médical grave. Vous ne pourrez jamais maintenir une grossesse pendant plus de 3 mois, ont-ils déclaré. Mais contre toute attente, l'impossible s'est produit. Au milieu de l'année 1982, Helena tombe enceinte. Ils ont tous les deux pleuré pendant des heures lorsque le test est revenu positif. Ils pleuraient de peur, de bonheur, d'angoisse. Ils ont promis de ne le dire à personne pendant les premiers mois. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Elle s'est retirée, a arrêté de travailler et a pris soin d'elle comme jamais auparavant. Otávio a fait tout ce qu'il pouvait pour la protéger. Au 4e mois de grossesse, une surprise. Ce n'était pas un seul bébé. Il était 2 heures. Et puis au 5e mois, une autre échographie a révélé davantage. Il y en avait 5. Le 6e, l'examen le plus complet qu'ils ont fait à Porto Alegre, a apporté le choc définitif. Il y en avait 9 nouveaux. Personne ne comprenait comment l'utérus d'Helena parvenait à supporter cela. Les médecins ont appelé cela un miracle. Et elle souriait. Il a dit que chacune de ses vies était la récompense de toutes ces années de douleur et de silence. L'accouchement était prévu à la 34e semaine de grossesse, une césarienne à haut risque. L'équipe médicale de l'hôpital a été mobilisée comme s'il s'agissait d'une opération de guerre. L'hôpital de la ville manquait de ressources, alors Helena a été transférée dans la capitale avec le soutien de bénévoles locaux. Otávio est parti. La ville s'est arrêtée pour regarder. Et le 12 mars 1983 à 10h47, la première fille est née, la deuxième à 10h48, la troisième à 10h49. Et ainsi, une par une, en quelques minutes, 9 filles blondes aux yeux bleus sont venues au monde. Chacun d'entre eux pesait entre 1 kg et 1,5 kg. Petits, fragiles, mais vivants. Toute la salle d'opération pleurait. Les infirmières, les médecins, même le directeur de l'hôpital. Otávio ne pouvait même pas parler. Il se tenait là, fixant ses 9 incubateurs, répétant silencieusement « C'est ma famille, ce sont toutes mes filles ». Mais alors qu'il découvrait le miracle de la paternité, le destin préparait déjà son coup. Vers la fin de l'opération, Helena a commencé à perdre beaucoup de sang. Les médecins se sont battus pendant près de 2 heures. Ils ont essayé les transfusions. Ils ont tout essayé, mais à 13h12, Helena est décédée. Otávio n'a été informé que 3 heures plus tard. Il tenait la main de sa 9e fille lorsqu'il entendit la phrase « Otávio, nous devons parler ». Il n'avait pas besoin de mots. Il l'a senti. Sa poitrine se serra. Le monde est devenu silencieux. Il est tombé à genoux dans le couloir de l'hôpital. Il n'a pas pleuré. Il se tenait juste là, fixant le sol comme s'il attendait que quelqu'un le réveille de ce cauchemar. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La ville s'est retrouvée paralysée. La presse a commencé à arriver. Veuf avec 9 filles nouveau-nées, l'histoire s'est répandue dans les journaux et Otávio, lui, il ne voulait pas quitter l'hôpital. Il dormait sur les chaises de l'unité de soins intensifs néonatales. Il alternait les heures de visite, prenait des notes et pleurait en secret dans les couloirs. Le jour des funérailles de Helena, il n'a pas pu venir. Les filles étaient toujours sous observation et il ne pouvait pas supporter l'idée de partir. Son frère aîné portait le cercueil. On dit que le lendemain, Otávio a écrit une lettre à sa femme et l'a placée dans la boîte de l'un des incubateurs. La lettre disait « Helena, tu m'as laissé 9 morceaux de toi. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver, même si le monde entier en doute. » Et il l'a fait. Petit à petit, les filles ont pris du poids. L'un d'eux a failli mourir à l'âge de 12 jours, mais a survécu.
Le personnel de l'hôpital, ému par l'histoire, a commencé à aider. L'une des infirmières, nommée Rosanna, s'est portée volontaire pour dormir à l'hôpital pendant des semaines pour aider Ottavio. Les médecins ont créé un programme spécial spécialement pour leurs soins. Les dons ont afflué de tout le pays. Bouteilles, vêtements, couches, argent. Tout le Brésil a appris l'histoire du père des 9 filles. Mais Ottavio ne voulait pas de célébrité. Il voulait une structure. Grâce aux dons, il a rénové la maison. Il a acheté des berceaux. Il a organisé une chambre d'enfants avec le nom de chaque fille sur le mur. Et à 2 mois, les filles sont rentrées à la maison. Toute la ville s'est rassemblée dans la rue pour les accueillir. Cela ressemblait à un défilé. Des ballons, des pancartes, des enfants qui applaudissent. Et il était là, Ottavio, seul sur la banquette arrière du camion, avec 9 bébés dans les bras. Personne n'a jamais oublié cette scène. Mais le véritable défi restait à venir. Après le jour où Ottavio a ramené ses filles à la maison, rien n'était plus pareil. Il n'était plus l'homme qui s'occupait de la petite plantation ou de la boutique dans l'arrière-cour. Maintenant, tout le monde l'appelait le père des 9 filles. C'est ainsi que parlaient de lui ses voisins, ses connaissances, les journaux et même les employés du bureau d'état civil. Ottavio n'avait plus sa propre identité. C'était juste cet homme blond aux yeux tristes qui quittait de la maison avec 9 poussettes à la fois. Au début, il pouvait à peine dormir. Il passait ses matinées à changer les couches, à donner les biberons et à bercer les filles une par une. Il a créé un système presque militaire pour éviter de se perdre. Il a numéroté les bouteilles de lait, organisé les horaires sur des feuilles de calcul manuscrites et marqué l'horaire de sommeil de chaque fille avec du ruban adhésif de couleur sur le berceau. La fille qui pleurait le plus gagnait une étoile sur le tableau du salon. Celui qui a le mieux dormi a gagné un cœur. C'était sa façon de se connecter avec chacun d'eux, même au milieu de la confusion et de l'épuisement absolu. Leurs filles ont été nommées Ottavio et Elena. Anna, Lara, Sofia, Clara, Elisa, Julia, Elena, d'après leur mère, Luisa et Bianca. Des noms simples et doux, comme les poupées en bois qu'il sculptait lui-même pendant ses pauses de travail pour leur offrir à leur premier anniversaire. Chaque nom était écrit à la main sur le mur de la chambre, avec une photo de leur mère au centre, encadrée de fleurs séchées qu'Elena aimait cueillir. La ville, autrefois un simple point sur la carte, est devenue un monument national grâce à cette famille. Les journalistes sont venus de loin pour interviewer Ottavio, mais il a toujours refusé. Il a dit qu'il ne voulait ni gloire ni pitié. Il avait juste besoin de paix. Il voulait élever ses filles dans la dignité, loin des projecteurs. Certains le comprenaient, d'autres non, mais tout le monde le respectait. Au fil du temps, Ottavio s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire seul. La routine, elle était inhumaine, alors il acceptait l'aide de ses voisins et de ses connaissances. Il a mis en place un système communautaire dans lequel chaque famille dans la rue était responsable d'aider pendant un quart de travail. Certains apportaient de la nourriture, d'autres les aidaient à se laver, d'autres encore s'asseyaient simplement avec lui pour discuter, et ainsi le temps passait. La maison des 9 filles est devenue un symbole d'amour, de coopération et de foi. Mais tout n'était pas une fête. Lorsque les filles ont eu 1 an, Ottavia a été appelée par l'assistante sociale. Ils lui ont dit que l'État ne le croyait pas émotionnellement capable d'élever seul 9 enfants. Ils ont parlé de placement familial, d'adoption séparée et de meilleures opportunités pour chacun. Ottavio a failli perdre pied. Ce sont mes filles. J'ai fait une promesse à leur mère. Personne ne les séparera. La bataille juridique a duré des mois. Les avocats ont offert leurs services gratuitement. Une pétition avec plus de 5000 signatures a été soumise au tribunal pour enfants. Le peuple a refusé d'accepter la séparation et à la fin, Ottavio a gagné. Les filles sont restées avec lui. Ce moment a marqué un tournant dans la vie de la famille. À partir de ce moment, Ottavio a décidé de ne plus jamais dépendre de la gentillesse de qui que ce soit. Il voulait parvenir à la stabilité de ses propres mains. Il a vendu le terrain derrière la maison et a acheté une petite serre. Il a commencé à cultiver des fleurs rares. Elena aimait les fleurs. Il a donc commencé à vendre des compositions personnalisées avec les noms de sa fille sur chaque bouquet. Les roses d'Anna, les orchidées de Sofia, les tulipes de Julia. C'était un hommage à sa femme et une façon de soutenir la famille dans la dignité. Les fleurs ont eu du succès. En 2 ans, Ottavio avait déjà des clients réguliers dans 3 villes voisines, mais il ne s'est pas arrêté là. Il acheta une vieille camionnette,
l'adapta en serre mobile et commença à voyager le dimanche avec les filles dans les foires et les places, vendant les bouquets et racontant discrètement leurs histoires. Pas pour se montrer, mais pour inspirer. Et ils ont été inspirants. Au fur et à mesure que les filles grandissaient, Ottavio faisait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer qu'elles ne manquent aucune étape importante. C'est lui qui les coiffait, cousait leurs robes, leur apprenait à lire, à écrire, à assembler des jouets, à faire des gâteaux et des chaussettes pour hommes. Quand ils avaient de la fièvre, c'était lui qui restait éveillé la nuit avec un linge humide sur leur front. Quand ils pleuraient à cause de cauchemars, c'était lui qui s'asseyait à leur chevet, leur racontait des histoires qu'il avait inventées sur place et restait là jusqu'à ce qu'ils voient leurs yeux se fermer paisiblement. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments d'épuisement total, des moments où Ottavio pleurait dans la salle de bain, craignant de ne pas en faire assez, craignant de faire des erreurs, de ne pas pouvoir faire face, d'échouer. Mais il ne les a jamais laissés le voir. Pour les filles, leur père était un héros, et il portait ce rôle avec la force de 1000 hommes. À l'âge de 5 ans, chacun a reçu un collier avec sa première initiale et une petite pierre bleue au centre. Ottavio leur a donné les colliers avec une seule phrase. « Vous êtes uniques, mais vous êtes nés ensemble. N'oubliez jamais ça. » Les filles les ont commencé à montrer leur personnalité très tôt. Anna était plus sérieuse, protégeant toujours ses sœurs. Lara était extravertie, elle parlait au nom de tout le monde. Sophia était celle qui ressemblait le plus à sa mère, calme, observatrice, aimante. Clara était créative, dessinant tout ce qu'elle voyait. Eliza a été la première à se porter volontaire lorsque quelqu'un avait besoin d'aide. Julia était têtue et courageuse. Elena, la fille qui porte le nom de sa mère, avait un regard qui fit pleurer Ottavio en silence. Louisa était sensible, pleurant même sur des fourmis écrasées. Et Bianca était un pur rire. Les écoles voulaient les séparer en différentes classes. Mais Ottavio a insisté pour qu'ils étudient ensemble. Il voulait qu'ils grandissent ensemble, sachant qu'ils étaient plus forts ensemble. Au début, les enseignantes étaient inquiets, mais ils ont vite compris qu'il y avait quelque chose de spécial dans leur relation. C'était comme s'ils se complétaient et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais il y avait une question qu'ils évitaient tous de poser, papa et maman. La première fois qu'ils ont demandé, ils avaient 7 ans, c'est Bianca qui a demandé. Ils étaient dans le jardin en train de cueillir des fleurs pour une activité scolaire. Ottavio s'arrêta, s'assit par terre et prit d'une profonde inspiration. Puis il le lui a dit. Il lui a tout dit. Elle le lui a dit avec les larmes aux yeux, mais sans drame. Elle a dit que leur mère avait été une femme extraordinaire, qu'elle avait tout donné par amour, que c'était à cause d'elle qu'ils étaient là, et qu'à chaque fois qu'ils regardaient dans l'un de leurs yeux, c'était comme s'ils revoyaient Elena. Les filles pleuraient, mais c'était un beau cri, le genre de cri qui emporte tout. Et ce jour-là, ils sont tous allés voir le portrait de leur mère accroché dans leur chambre et ont laissé des fleurs. À l'insu d'Ottavio, chacun d'eux écrivit une petite lettre et la plaça derrière le cadre. Des années plus tard, lorsqu'ils seraient plus grands, ces lettres seraient lues ensemble et changeraient tout. Mais ça, tu le découvriras plus tard. Le temps a une étrange façon de passer quand on vit pour l'amour. Pour certains, les années ressemblent à une prison. Pour Ottavio, les années passées avec ses 9 filles ont été un passage sacré. Chaque matin, à leur côté, il y avait une bénédiction silencieuse. Chaque nuit silencieuse à côté de 9 lits, respirant doucement, lui rappelait qu'il avait fait le bon choix. Lorsque les filles ont eu 10 ans, la maison s'était complètement adaptée à sa nouvelle réalité. Le petit bâtiment simple avait été transformé en une sorte de cabane familiale. Chambre partagée avec lits superposés, placards à coudes couleurs, calendrier avec anniversaire et année scolaire accrochés au mur du salon. Ottavio avait appris à organiser sa vie comme peu d'autres. Mais l'enfance légère et ludique commençait à s'estomper. L'adolescence est arrivée comme une tempête. Chaque fille, désormais dotée d'opinions, d'émotions plus intenses et de besoins uniques, a commencé à se battre pour sa place dans le monde. Et Ottavio, qui avait toujours été un port, devint aussi un phare, constant mais éclairant simultanément différents chemins. Lara fut la première à demander à se couper les cheveux courts, mais elle hésita, mais comprit. Anna voulait dormir dans une chambre séparée juste pendant 1 semaine pour tester. Julia est devenue plus renfermée. Elisa a commencé à remettre en question son apparence. Bianca voulait arrêter de porter des robes,
et a demandé des jeans. Sophia a commencé à dessiner des images plus tristes. Clara a commencé à écrire dans des journaux qu'elle fermait à clé. Elena a lu des livres sur la maternité et la grossesse. Luisa pleurait sans savoir pourquoi. Et Ottavio regardait. Il ne s'est pas battu. Il a écouté. Il a parlé à chacun d'eux séparément. Il comprenait qu'il changeait et qu'il devait changer lui aussi. L'amour exigeait désormais moins d'action et plus de silence, moins de commandements et plus de présence. C'était un nouveau défi, l'un des plus difficiles. Mais il l'a affronté. C'est à cette époque que les jugements extérieurs ont commencé. Les filles étaient belles. 9 adolescentes blondes aux yeux bleus et intenses, aux traits identiques et au charisme naturel. Ils attiraient l'attention partout où ils allaient. La ville est devenue trop petite. Il y avait des commentaires sarcastiques, des regards en coin, des ragots dans les boulangeries et les magasins. Comment fait-il pour se débrouiller seul? Est-ce que l'une d'entre elles est déjà tombée enceinte? Est-ce qu'ils n'ont pas de mère parce que leur père ne savait pas prendre soin d'eux? Les mots faisaient bien mal, mais plus que cela, la façon dont ils regardaient leur père faisait mal, comme s'ils voulaient le défendre, mais ne savaient pas comment. Un jour, Anna est rentrée de l'école en pleurant. Ils avaient dit qu'elle n'avait pas de mère parce que sa mère avait choisi de mourir plutôt que d'élever 9 filles. Ottavio prit une grande inspiration, la serra dans ses bras et dit « Ma fille, et parfois les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ta mère a donné sa vie pour toi, littéralement, et c'est le plus grand amour qui soit. » Le même jour, il les a tous convoqués dans le salon. Pour la première fois, il leur montra une petite boîte en bois qu'ils gardaient depuis leur naissance. À l'intérieur se trouvait un ruban de leur mère, la note qu'Elena avait écrite peu de temps avant la naissance, une de ses boucles d'oreilles, une fleur séchée et la lettre qu'il avait laissée dans l'incubateur il y a des années. Lorsqu'ils ont lu la lettre de leur père écrite alors qu'il était encore à l'hôpital, ils ont tous pleuré. Même Anna, qui était rarement émotive. C'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment compris leur importance dans la vie de cet homme. Si un jour je ne suis plus là, j'espère que tu te souviendras de tous mes efforts. Si j'ai échoué, c'est parce que j'essayais de bien faire les choses. Si j'ai pleuré, c'était en silence. Si j'ai aimé, c'était sans mesure. Tu es le meilleur qui me reste. L'adolescence continue avec ses hauts et ses bas. Mais il y avait un détail curieux. Aucune des filles ne s'est vraiment éloignée de son père. Même dans les moments de rébellion, de protestation, de cris et de portes claquées, il revenait toujours. Il s'excusait toujours. Ils s'asseyaient toujours pour parler. Le lien entre eux était plus fort que n'importe quelle phase difficile. Mais la maison commençait à paraître trop petite. Ottavio s'en aperçut et ressentit une douleur. Bientôt, il partirait. Quand les filles avaient 16 ans, Ottavio a fait un geste qui a surpris tout le monde. Il a vendu la serre. Oui, le même qui avait soutenu la maison pendant des années. Avec l'argent, il a acheté un vieux bus scolaire et a entièrement rénové l'intérieur, le transformant en une maison sur roues. Il voulait offrir à ses filles un dernier souvenir collectif avant que chacune d'elles ne se sépare. Pendant 3 mois, ils ont parcouru le pays de ville en ville, dormant dans des campings, dans des stations-service, sur des plages désertes, dans le jardin d'étrangers. Ils ont vu la mer, la neige, l'arrière-pays, les montagnes, l'intérieur de Minas Gerais, l'immensité du Churrado. Ils riaient, se disputaient, cuisinaient ensemble. Ils ont fait des vidéos, pris des photos, écrit des lettres. Et le dernier soir du voyage, assis autour d'un feu de camp improvisé au milieu d'un champ, Ottavio a déclaré « Je sais que je n'étais pas parfait. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais si je pouvais remonter le temps, je recommencerais. Exactement pareil. Tu es ma vie. Et si un jour je ne suis plus là, souviens-toi que tout ce que j'ai construit, c'est avec amour. » Ils n'ont pas répondu. Ils pleuraient et s'allongeaient, la tête sur les genoux de leur père, comme ils le faisaient quand ils étaient enfants. Ils restèrent allongés là en silence, écoutant les grillons de la nuit, le vent souffler et leur cœur battant de gratitude. À leur retour à la maison, quelque chose avait changé. L'adieu était proche. À 18 ans, chacun a commencé à suivre son propre chemin. Anna est allée à São Paulo pour étudier la médecine. Lara a choisi le journalisme à Florianópolis. Julia s'est enrôlée dans l'armée. Eliza a participé à un programme d'échange. Sofia est devenue une artiste visuelle. Clara a lancé une chaîne vidéo avec des histoires émouvantes.
Elena voulait étudier la psychologie pour comprendre ce qu'elle ressentait depuis son enfance. Louisa est devenue missionnaire et Bianca est restée. Elle voulait rester avec son père. Ottavio regarda la maison se vider lentement, des berceaux transformés en lits, puis des placards vides, puis des chambres fermées à clé. La maison devint silencieuse et il resta, mais il était en paix. Il savait qu'il avait accompli sa mission, que malgré toutes les peurs, la douleur et les sacrifices, il avait réussi. Élever 9 filles avec amour, avec dignité, avec vérité, mais le destin, comme toujours, nous réservait encore une dernière grande surprise. Et cette surprise est plus proche que vous ne le pensez. Le temps n'attendait personne dans cette maison. Lorsque la fille aînée, Lara, a annoncé qu'elle avait été acceptée à l'Université fédérale pour étudier la médecine, la salle était remplie de joie et de silence à la fois. C'était une victoire. Bien sûr que oui. Elle s'était battue, avait étudié à la lumière des bougies lorsque le courant avait été coupé, avait partagé un cahier avec 2 autres sœurs. Mais quand elle a serré son père dans ses bras ce soir-là, elle lui a dit « Je pars, papa, mais j'ai promis de revenir chaque week-end. » Quelque chose en lui s'est brisé. Il regarda les escaliers et vit pour la première fois le bois usé par tant de montées et de descentes avec les filles dans ses bras. « Vas-y, ma fille, oui, tu le feras. Mais n'oublie jamais que ta place dans le monde a commencé ici, sur ces escaliers, dans cette cuisine, à cet étage où ta mère est morte pour te donner naissance. » Il parlait, les larmes aux yeux, essayant de ne pas s'effondrer. Le départ de Lara a ouvert les vannes une à une. Les autres ont commencé à tracer leur voie. Mariana voulait étudier à l'étranger. Rebecca voulait participer à un programme d'échange. Clara rêvait d'ouvrir une boutique de fleurs. Deborah voulait se marier. Mais c'est la décision de Bianca qui a tout changé. Elle est apparue dans la cuisine un soir, une enveloppe à la main. Ses sœurs chuchotaient dans le couloir. Leur père, assis à table avec sa tasse de café, était déjà méfiant. Lorsqu'elle lui a tendu l'enveloppe, il n'a pas voulu l'ouvrir tout de suite. « Ouvre-la, ma fille. » Et elle l'a fait. C'était un test ADN. Bianca l'avait fait seule, avec un doute qui la rongeait silencieusement depuis des années. Pourquoi ne ressemblait-elle à aucune de ses autres sœurs? Elle était blonde. Oui. Bleue. Ses yeux, oui. Mais quelque chose en elle était différent. Depuis toute petite, elle se sentait à l'écart. Son père n'avait jamais montré de différence, mais Bianca avait un pressentiment. Et maintenant, c'était là, noir sur blanc. Elle n'était pas sa fille biologique. L'aveu fit l'effet d'une bombe. Ses sœurs furent choquées. Son père était paralysé. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? » « Parce que je n'ai jamais voulu que tu te sentes inférieure. » « Et de qui suis-je la fille, alors? » Il prit d'une grande inspiration et dit la vérité qu'il avait cachée pendant plus de 30 ans. La nuit où sa femme mourut en couche, l'une des 9 filles était mort-née. L'hôpital, ne sachant comment annoncer la tragédie à un homme déjà dévasté, échangea le bébé avec un nouveau-né abandonné, déposé anonymement quelques heures plus tôt. « Suis-je ce bébé? Tu es ma fille, Bianca. Parce que je t'ai tenue dans mes bras avec le même amour. Parce que je t'ai bercé au petit matin avec la même musique que j'ai bercé les autres. Et parce que même si je ne t'ai pas mise au monde, j'ai choisi. Chaque jour, je t'aime. C'est ça, être père. » Pleurait. Elles pleuraient toutes. Le silence dura longtemps cette nuit-là. Mais finalement, une à une, les sœurs s'approchèrent, embrassèrent Bianca et répétèrent en ton cœur « Tu es notre sœur. J'ai toujours été là. » Cette crise a rapproché la famille plus que n'importe quel Noël ou anniversaire. La blessure exposée a été guérie par la vérité, mais la vie n'a jamais cessé de mettre ce père à l'épreuve. Des mois plus tard, il a eu une crise cardiaque. Seul à la maison, ses filles étaient déjà dispersées, l'une dans un autre état, l'autre à l'étranger. Celle qui l'a aidé était sa voisine, Madame Terzena, qui a remarqué que les lumières étaient allumées ce matin-là. À l'hôpital, il a été réanimé. Il a survécu, mais il est reparti plus faible. Ses filles ont commencé à s'occuper de lui à tour de rôle, mais il ne voulait pas être un fardeau. Il voulait les voir voler. Il a insisté pour qu'elles s'occupent de leurs affaires. Un jour, il les a réunies toutes dans le salon et a fait une demande. « Laissez-moi vivre avec l'une d'entre vous. Je ne veux plus être seul, mais je ne veux pas non plus gêner qui que ce soit. Faites ce que vous pensez être le mieux entre vous. » Ils se sont disputés. Ils se sont beaucoup disputés. Mais finalement, ils ont décidé quelque chose que personne n'attendait.
Ils vendraient la maison de leur enfance et achèteraient une nouvelle maison où ils pourraient tous vivre ensemble avec lui pendant un temps. Ce serait comme un retour aux sources, chacun apportant sa propre histoire. La décision fut émouvante. À nouveau réunis, même pour un temps limité, chacun avec son passé, sa profession et ses rêves, mais tous unis par l'amour du père qui avait tout abandonné pour les élever. C'est dans ce nouveau foyer que se produisit le plus grand bouleversement de l'histoire familiale. Un jour, en fouillant dans un carton contenant les vieilles affaires de leur père, ils trouvèrent une lettre qu'ils n'avaient jamais envoyée. Elle était adressée à une femme nommée Béatrice. L'écriture était la sienne. La date, 1982. Qui est cette femme, mon père? Il se tut, il ferma les yeux. Il déglutit difficilement. Puis il révéla une chose inattendue. Avant de rencontrer la mère de la jeune fille, il était tombé amoureux d'une jeune femme nommée Béatrice. Elle tomba enceinte mais disparut. Il n'eut plus jamais de ses nouvelles. La lettre était une tentative désespérée de la retrouver, mais il n'eut jamais le courage de l'envoyer. J'ai peut-être un fils quelque part que je n'ai jamais rencontré. L'impact fut immense. Les filles devenues femmes se regardèrent stupéfaites. Avait-elle vraiment 9 ans? Ou était-il possible qu'il y ait quelqu'un d'autre? Et c'est alors que Mariana prit une décision inattendue. Elle chercherait Béatrice. Elle irait au bout du monde si nécessaire. Et cette recherche bouleverserait tout ce que la famille pensait savoir d'elle-même. Le silence s'abattit sur la maison tandis que Sophia se levait, une enveloppe à la main. C'était une vieille lettre jaunie par le temps, écrite d'une écriture délicate et ferme. Les autres sœurs se figèrent. Père fronça les sourcils, confus, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Sophia tenait le papier comme si elle allait déclencher un éclair, mais sa voix était calme, quoique tremblante. « J'ai découvert cette lettre par hasard il y a presque 2 ans, commença-t-elle en regardant son père dans les yeux. Elle était dans une boîte contenant les souvenirs de maman, cachés au fond du placard. Je l'ai lue, relue, pleurée, puis remise. Mais maintenant, je ne peux plus te la cacher. » Elle tendit la lettre à son père. Ses mains tremblaient. Le silence s'installa. C'était si épais qu'on aurait dit que personne d'autre ne respirait dans la pièce. Le lion et, tandis qu'il lisait, son expression changea. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis les larmes. Les mots de sa femme, écrits des semaines avant la naissance, étaient un adieu. Elle prédisait qu'elle ne quitterait pas l'hôpital vivant. Elle disait de l'avoir ressenti, en avoir rêvé presque toutes les nuits. Mais ce qui a dévasté tout le monde, c'est le dernier paragraphe. S'il m'arrive quelque chose, sachez que c'était mon choix de mener cette grossesse à terme. Je connaissais les risques. Les médecins m'avaient prévenu. J'ai choisi nos filles. J'ai choisi chacune d'elles. Même sans les connaître, j'ai choisi de leur donner une chance de vivre, même si cela me coûtait la mienne. Le père, lisant cela, s'effondra. Il s'affala sur sa chaise, serrant la lettre contre sa poitrine. Les 9 filles s'approchèrent lentement de lui comme si elles pénétraient dans son âme. Une à une, elles s'agenouillèrent autour de lui. Peu importait qu'elles aient 30, 35 ou 40 ans. À cet instant, elles n'étaient que des filles, petites, fragiles, au visage glacial, avec douleur et vérité. « Je ne l'ai jamais su, murmura-t-il. On ne me l'a jamais dit. Je pensais qu'elle avait été enlevée par erreur médicale, mais elle le savait et il nous a choisis. » Anna, la deuxième fille, maintenant médecin, pleurait. « C'était une héroïne, dit Isidora, la 7e. » Sophia essuya les larmes de son visage. « J'ai gardé cette lettre parce que je pensais que ça ferait mal, mais j'ai réalisé que cacher la vérité est ce qui nous fait le plus mal. » Ce moment fut comme si le temps s'était arrêté, comme si les 41 ans d'histoire de la famille s'étaient regroupés en un instant. Ils comprirent alors, une fois pour toutes, la raison de tant d'amour, de tant de sacrifices. Car ce n'était pas seulement leur père qui avait fait un choix, leur mère aussi. Il n'était pas parti par accident. Il avait donné son existence pour une raison. Et ce jour-là, pour la première fois, ils prononcèrent le nom de leur mère à voix haute, comme une prière. Elena, le père, ferma les yeux en écoutant. Et pour la première fois depuis des décennies, il sourit à travers son des larmes. « Merci, Elena, de m'avoir confié la mission la plus difficile et la plus belle du monde. » Sophia se leva et ouvrit une boîte qu'elle avait apportée de sa chambre. À l'intérieur se trouvaient 9 petites robes. Les robes que la mère avait cousues pendant sa grossesse, une pour chaque fille, cousues à la main avec amour.
Je l'ai également trouvée avec la lettre. Elle savait qu'elle ne nous verrait pas l'utiliser, mais elle les a quand même cousues une à une. Les sœurs ont touché les robes comme si elles touchaient le cœur de leur mère. Cette nuit-là, elles n'ont pas dormi. Elles se sont assises autour de leur père, étalant les photos, les souvenirs, les vieilles coupures de presse. Elles ont chanté des chansons que leur mère avait écoutées. Elles ont raconté des histoires d'enfance. Elles ont ri, elles ont pleuré, et elles ont senti que pour la première fois, elles étaient incomplètes. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que maintenant tout prenait sens. Le lendemain, elles ont pris une décision, une promesse en fait. Et c'est là que le plus beau projet des 9 sœurs a commencé. La nouvelle des 9 grossesses s'est répandue comme une traînée de poudre dans la ville, comme si le destin avait veillé sur elles. Un moment inoubliable depuis des décennies, partout. Des questions et des commentaires s'élevaient. Comment ça, toutes les 9 en même temps? Est-il vrai qu'elles sont toutes enceintes? Une armée de blondes est sur le point de naître. Les sœurs, à leur tour, étaient unies comme jamais auparavant. L'expérience de la grossesse collective, le sentiment de mettre au monde des enfants aux côtés des femmes avec qui elles partageaient tout. Jouets, vêtements, larmes, secrets et rêves, apportait une complicité nouvelle, presque sacrée. Monsieur Antonio, qui approche les 70 ans, observait tout avec des yeux brillants. Silencieux, il observait le ventre rond de l'une, les nausées de l'autre, l'étincelle dans leurs yeux. C'était comme si chacune portait non seulement un enfant, mais une réponse à la vie, une réponse à la souffrance, à l'absence de sa mère, au silence qu'il avait enduré seul pendant tant d'années. Elles vont bien. Ils sont arrivés jusqu'ici, se dit-il en arrosant les plantes dans le jardin, en regardant les vêtements qui pendaient, en écoutant les rires venant de la cuisine. Et c'est là qu'est arrivé le moment le plus symbolique. Les 9 filles ont décidé d'organiser un déjeuner dominical spécial, comme au bon vieux temps. Ils sont tous arrivés tôt à la maison de leur père. La maison remplie de rires, d'arômes et de vie. Les lasagnes de Maria, la tarte d'Isabelle, les douceurs de Julia. Tout était là. Tout était comme avant et autour de la table avec le cliquetis des couverts, les chaises qu'on tirait et les voix qui se chevauchaient. Le silence tomba. Anna, la deuxième aînée, s'est levée avec un verre de jus de raisin à la main. Elle était visiblement émue. Ses sœurs savaient déjà ce qu'elle allait faire, mais Antonio ne le savait pas. « Papa », commença-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons longuement réfléchi avant de vous le dire, et aujourd'hui, comme nous l'avons toujours fait, nous avons décidé que nous devions vous le dire. » Monsieur Antonio posa sa fourchette, attentif. En tant qu'adolescent, nous étions gênés de vous remercier. Nous pensions qu'il était normal qu'un père devienne à la fois mère, cuisinière, blanchisseuse, soignante et protectrice. Mais maintenant, nous savons que c'était un miracle. Elle prit une profonde inspiration. C'est pourquoi tous nos enfants, sans exception, porteront le nom de maman. Tous, en guise de remerciement, elle et vous. Le vieil homme n'a pas dit un mot. Il a juste pleuré. Les larmes sont tombées. Lourdement sans demander la permission, alors que ses 9 filles s'approchaient pour l'embrasser ensemble. Une étreinte de tant de souvenirs, de tant de silence guéri, de tant de douleurs désormais reconverties en amour. La semaine suivante, les naissances ont commencé, les unes après les autres, certaines dans des hôpitaux différents, d'autres dans le même. Une rotation de tantes, marraines et sœurs prenant soin les unes des autres. Ce furent de longues nuits d'anticipation, de peur et d'euphorie. Mais à la fin, les petits-enfants sont nés. 9 petits-enfants, 6 filles, 3 garçons, tous blonds, comme les yeux de leur mère décédée en 1983. Certaines avec les yeux bleus, d'autres avec des yeux miel plus clairs, tous en bonne santé, tous avec le nom Elena dans leur registre. Un hommage à la femme qui a donné naissance à 9 vies et est partie sans en connaître aucune. La maison de Sue Antonio était à nouveau bruyante. Biberons, jouets éparpillés, cris au petit matin, odeur de talc et de couches. Mais il ne s'est pas plaint, bien au contraire. Chaque jour, il prenait soin de s'asseoir dans le hamac et de bercer chaque petit enfant dans ses bras en chantant les mêmes chansons qu'il chantait autrefois à ses filles. Cela semblait être la fin parfaite. Mais comme toujours, la vie aime nous réserver une dernière surprise. Et personne, pas même Antonio, n'aurait pu imaginer cela. Après la naissance de ses 9 petits-enfants, la maison de Sir Antonio est devenue le centre de joie et d'espoir de la famille.
Les rires des enfants résonnaient dans les couloirs, brisant le silence qui avait régné pendant tant d'années. C'était une célébration de la vie, de l'amour qui ne s'est jamais estompé. Mais au milieu de ce bonheur, quelque chose gardait encore un secret. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le grenier, Anna trouva une vieille boîte verrouillée et poussiéreuse. Curieuse, elle a appelé ses sœurs pour l'aider à l'ouvrir. À l'intérieur, parmi des photos et des lettres, se trouvait une enveloppe scellée avec son nom écrit d'une main tremblante. Elle hésita mais l'ouvrit. C'était une lettre de sa mère, Elena, adressée à Antonio. Dans les pages jaunies par le temps, Elena racontait une histoire jamais révélée. Avant de découvrir qu'elle était enceinte de 9 filles, elle avait perdu un bébé, un garçon, et fait une fausse couche précoce. Cette perte l'a profondément affectée. Mais ce qui a choqué la famille, c'est ce qui s'est passé ensuite. Elena a révélé qu'elle avait dû prendre la décision impossible de donner une partie de ses organes pour sauver la vie d'une femme proche qui était dans le coma et risquait de mourir. Elle n'a pas dit qui était cette femme, seulement qu'elle était quelqu'un de très spécial et qu'elle espérait qu'un jour la vérité éclaterait. Le père s'est déplacé et a relu la lettre. Sentant le poids d'une femme qui a toujours placé l'amour au-dessus de tout, même d'elle-même, la famille a décidé de chercher des réponses. Qui était cette femme? Quelle était son histoire? Et c'est dans une petite ville de campagne qu'ils ont découvert le lien. La femme qui a reçu la greffe était la tante éloignée du père, disparue depuis des années. Cette découverte a rapproché encore plus la famille, montrant que l'amour d'Elena a non seulement sauvé leur vie, mais aussi celle des autres. Son héritage était plus grand qu'ils auraient pu l'imaginer. Alors qu'il tenait ses petits-enfants dans ses bras, Antonio souriait, sentant que la mission d'Elena et la sienne était accomplie. Et vous qui avez regardé jusqu'ici, réfléchissez. Combien de fois le véritable amour exige-t-il des sacrifices silencieux? Combien d'histoires autour de nous sont faites de choix invisibles et de courage? Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant cette histoire, laissez un commentaire. Je m'engage à la vérité et à toujours être une meilleure personne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne White Stories. Aimez, commentez et partagez afin que davantage de personnes puissent être touchées par des histoires de guérison. Sur l'écran, vous verrez 2 vidéos qui toucheront votre cœur. Les retrouvailles impossibles de frères séparés et l'histoire de la mère revenue après 25 ans. Cliquez, regardez et continuez ce voyage émotionnel avec nous. Parce qu'ici, chez White Stories, nous ne racontons pas d'histoires, nous guérissons des blessures. Merci d'être avec nous.